98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est avec Émilie Courtz, ça s'écrit comme court avec un S, Courtz. Alors Émilie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes écrivain, qu'est-ce que vous êtes au juste? Je suis beaucoup de choses en fait. Mon métier actuellement, c'est directrice d'une agence de communication. Je suis aussi écrivain, peintre, j'ai fait des sushis, j'ai fait beaucoup de choses. J'aime beaucoup apprendre et effectivement toucher un petit peu à tout. Mais effectivement, on va dire, ce que j'aime le plus, c'est on va dire la communication et l'écriture, c'est un gros passe-temps chez moi. Alors combien de livres? J'en suis à 11 actuellement. Ouais, 11 livres, un petit peu dans tous les domaines. Mon dernier livre, c'est donc un roman, mon premier roman. Mais avant, effectivement, j'ai fait toutes sortes d'ouvrages du genre guide, des aides pour créer son site internet, des choses un peu plus pratiques, voilà, ce genre de choses. Alors, on va parler du dernier, là, vous dites les gens l'aiment bien. Oui, effectivement, je viens d'avoir une critique aujourd'hui même, une critique presse de 18/20, en fait, pour la note de ce livre qui s'appelle donc Paranoia, qui est publié chez Évidence Éditions. C'est un roman, mon premier roman, qui est architecturé en 2 phases. Une première phase où on voit l'histoire d'un point de vue de l'héroïne telle qu'elle le vit, et la deuxième partie où on voit ce qui s'est vraiment passé. Et donc à la fin, on comprend le pourquoi du comment, pourquoi elle l'a vécu comme ça, et ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Alors le sous-titre, c'est... Le jour où la pluie commença. On pose la question pourquoi ce sous-titre, mais en fait, tout au long du livre, on voit les passages où il pleut. C'est les passages... je ne vais pas en dire trop, effectivement. Il y a un indice par rapport à ça. D'accord, mais là on fait une émission sur l'avant-dernier. Sur Guérir par la magie, donc aux éditions Bussière. C'est ça. Un livre, un petit livre noir, on peut dire. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre sur la magie? Ce livre sur la magie, il est venu très rapidement. C'est-à-dire que c'était une période de ma vie où j'allais pas très bien. Et j'essayais de trouver différentes sortes de remèdes sans forcément recourir aux médicaments. Parce que je trouve ça pas forcément adéquat. Mais du coup, comme j'ai un attrait avec tout ce qui est spiritualité, je me suis dit, voilà, quand on se sent pas bien, que ce soit physiquement ou un mal-être, genre la dépression ou ce genre de choses, quels sont les moyens de se soigner, les manières douces tout simplement. Et les différentes manières de se soigner, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de soit des plantes, soit du chamanisme, ou peut-être même des invocations, voilà, tout ce qui peut permettre de soigner en dehors de la médecine traditionnelle, classique. Traditionnelle. Il y a marqué dictionnaire des mots et des remèdes magiques. Où est-ce que vous avez trouvé tous ces remèdes finalement? Alors, c'est issu de beaucoup de recherches que j'avais effectuées il y a quelques années pour mon tout premier livre dans ce domaine-là, qui s'appelle Le Grimoire ancestral, qui était le fruit de plus de 5 ans de recherche en tout ce qui est ésotérisme et sorcellerie, on va dire les choses, on va mettre des mots sur les choses. J'avais fait énormément de recherches sur le sujet, j'ai pas pu tout mettre dans ce fameux grimoire ancestral, et donc il me restait comme un petit goût d'inachevé. Donc celui-là, effectivement, il est plus orienté guérison, alors que le tout premier, il était plus large. Et là, en fait, il est vraiment orienté comme un dictionnaire pour que ça soit vraiment du pratique. J'ai mal quelque part, je veux un remède pour ce mal. Vous dites que la chambre à coucher ou la cuisine sont les pires endroits de la maison pour une invocation. Exactement. Il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que c'est des endroits qu'on utilise tout le temps. La chambre à coucher, c'est l'endroit où on va dormir, ou c'est là où il y a les rêves et donc les cauchemars qui vont arriver, c'est la porte d'entrée à n'importe quoi. La cuisine, c'est là où on se nourrit. Il est hors de question d'avoir quelconque résidu magique, ou on appellera ça comme on veut, dans la nourriture qu'on va ingurgiter quelque part. Donc c'est la porte d'entrée, encore une fois, à toutes sortes d'indésirables. Du coup, effectivement, si on doit pratiquer un acte magique ou un rituel, ou même une potion, ou quoi que ce soit, c'est recommandé effectivement de le faire dans un endroit où... Enfin, je dirais pas un endroit où on n'y va pas souvent, mais on parle du grenier ou de la cave, c'est un endroit un petit peu spécifique où l'idéal, ce serait peut-être même une pièce dédiée à ça. Une pièce KGB. Elle n'a pas besoin d'être grande alors? Non, pas forcément. Du moment qu'on a de la place pour circuler, qu'on a ses points de repère et qu'on a à peu près tout à portée de main, ça sert à rien de courir d'un bout à l'autre, hein. Une petite pièce, ça suffit. Et puis même... Voilà, je parlais du garage ou de la cave. Alors effectivement, c'est pas forcément chauffé ou quoi que ce soit, mais c'est un endroit où il y a moins de risques puisqu'on n'y habite pas, en fin de compte. Alors quels sont les risques? Les risques, si on parle d'invocation, effectivement, c'est de mal goupiller son rituel et que les entités qui ont pu entendre l'appel
restent sur place en fin de compte. Viennent et restent sur place et ne repartent pas. Et c'est ça. Vous parlez de la latéralité. La latéralité du symptôme, on peut donner un élément de réponse plus précis, savoir si c'est à droite ou à gauche. Oui. Comment on sait? Très concrètement, ça c'est quelque chose qui a été reconnu en fait d'un point de vue psychologique, etc. Il y a des études là-dessus. Si on parle du côté droit, par exemple j'ai mal à droite, la droite c'est relative à l'action. Tout ce qui concerne le concret, l'action, voilà, le domaine matériel. Côté gauche, ça va être plus relatif aux sentiments, aux non-dits, aux trucs un petit peu plus implicites. Et selon qu'on ait mal à droite ou à gauche, ça va donner une idée sur l'origine du symptôme. Parce que le but aussi de ce livre-là, c'est effectivement d'avoir des mots, M-A-U-X, et des solutions à ces mots, mais aussi, au-delà de ça, de voir pourquoi j'ai mal. Le titre à la base, je voulais l'intituler « Pourquoi avoir mal ?» Oui, pourquoi avoir mal? Quelle drôle de question. C'est plus guérir par la magie, c'est bien aussi. C'est plus vendeur, ouais, je pense. C'est plus concret. Alors pourquoi avoir mal? Mais oui, pourquoi avoir mal? C'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, ce que je reproche un petit peu, c'est que j'ai mal au genou, alors on va faire des radios, alors on va prendre des anti-inflammatoires, alors ci, alors ça. Alors que si j'ai mal au genou, peut-être qu'il y a une cause plus profonde. Alors, pour rester pratico-pratique, j'ai mal au genou parce que j'ai peut-être un déséquilibre du bassin, parce que j'ai peut-être la colonne vertébrale pas droite. Mais au-delà de ça, peut-être qu'il y a des causes un peu plus insidieuses. Peut-être que le genou, c'est peut-être un problème de couple. Alors tout ça, c'est très con, hein, parce que le problème du genou, on dit je, c'est le nous, couple. Voilà, quelque part. L'idée, c'est de ne pas rester focalisé sur le genou, pas focaliser forcément sur le corps, mais d'aller voir un peu plus loin. Le genou, c'est aussi quand on plie pas, hein, pas vouloir se mettre à genoux. Ouais, exactement. Ce mot nous dans ma bouche, à genoux, comme dirait Aragon. Exact. Avant d'entamer votre sort, il est fortement recommandé de vous protéger des énergies négatives par le traçage d'un ou plusieurs cercles de protection. Ce n'est pas une obligation pour tous les rituels, c'est une mesure de protection supplémentaire afin de ne pas attirer une mauvaise énergie sur vous. Le cercle de protection doit être de 2 mètres de diamètre. Donc il faut quand même un KGB qui fasse... Alors, en gros, 2 mètres, c'est une dimension, on va dire, acceptable pour pouvoir avoir la place de circuler librement. En écartant les bras. Voilà, en écartant les bras, en écartant les pieds, pouvoir être à l'aise et faire ce qu'on a à faire dans ce cercle. C'est vrai que si je trace un cercle de 50 cm, je vais être vite à l'étroit. Il faut le faire si possible rond. Oui. Vous dites, j'ai déjà vu des cercles de protection biscornus et anguleux. Leur efficacité est presque nulle. Parce qu'il y a des angles. Pourquoi la rondeur, ça attire les esprits? Alors, la rondeur, c'est, on va dire, plutôt un symbole de perfection. C'est-à-dire que plus le cercle sera rond, plus le cercle sera parfait, plus ma protection sera parfaite. Le fait d'être un petit peu biscornu et pointu, disons que c'est comme une carrosserie qui aurait des bosses. C'est moins bien. Ensuite, on utilise des encens qui doivent être consumés en entier. Et pour les bougies, vous dites qu'il faut prendre des éteignoirs, il ne faut pas les souffler. Pourquoi ne pas les souffler? Ça fait partie des petites choses de l'inconscient collectif en spiritualité. C'est-à-dire que quand on souffle, c'est encore une fois une histoire d'énergie quelque part. Je vais dépenser de l'énergie à éteindre quelque chose. Alors que l'éteignoir, c'est une façon plus propre de couper court à la bougie. Il y a certains rituels où ils disent de la tremper dans l'eau, par exemple. Mais en aucun cas, ça va être le mage ou le médium qui va souffler la bougie. Il y a beaucoup de choses aussi par rapport au souffle. Le souffle, en fait, c'est l'énergie vitale. On retrouve ça aussi dans le chi, dans l'énergie, voilà, dans la médecine chinoise, etc. C'est très important, le souffle. Vous avez mis les entités infernales seront sensibles à cette invocation. Donc l'invocation, elle est page 17. Et pourquoi on devrait appeler les entités infernales? Ou alors, c'est plutôt pour les repousser, non? Oui, alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est pas le but d'appeler des entités infernales. Cependant, j'en ai parlé dans ce livre, parce qu'il y a des entités réputées mauvaises qui ont des capacités. En sachant, avec un éclairage très pointu là-dessus, c'est que, vu que ce sont des entités mauvaises, elles vont vous rendre service, évidemment, avec un prix en retour qui sera beaucoup plus cher que pourquoi vous les avez appelées à la base. Donc j'en parle, parce que ça sert à rien de parler du bien, d'être dans un monde du bisounours et de papillons, sans parler du mal. Je veux dire, l'énergie, la planète, les gens, sont toujours un côté bien, un côté mal, une face,
l'autre face. Une pièce, c'est la même chose, c'est un tout. Parler de la magie, parler de la spiritualité, en parlant que du paradis, je trouve que ça n'a aucun sens. Le paradis n'a aucune existence s'il n'y a pas l'enfer. Le bien n'a aucune existence s'il n'y a pas le mal. On ne peut pas se dire tout va bien si on n'a pas vécu le mal. Quelque part, on est obligé de parler des deux pour comprendre la mesure de, finalement, la différence entre le bien et le mal. Les divinités que vous pouvez invoquer et qui régissent la guérison seront Apollo, Asclépius, Baste, Bridide, Héra, Istilitron et Pacone. Ce sont des noms que je ne connaissais pas tous pour la plupart. Vous êtes allé les chercher toujours dans ce livre. Effectivement, j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était divinité. Il y en a énormément pour tout ce qui est guérison, parce que c'est une problématique qui revient souvent depuis la nuit des temps. La maladie, la guérison. Et c'est vrai que dans toutes les religions, dans toutes les croyances, dans toutes les spiritualités sur toute la planète, il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui s'est adressé pour guérir. Donc après, si on creuse un petit peu le sujet sur les divinités, effectivement, il y en a qui seront plus sur la guérison sentimentale, d'autres qui seront plus sur la guérison du dos. Enfin, chacun a ses petites spécificités comme ça, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent partout. Dans les talismans, vous utilisez des plumes. Donc des plumes, vous les trouvez en vous promenant, ou est-ce que vous trouvez les plumes de pie, c'est facile. Les plumes d'aigle, un peu plus difficiles. C'est vrai. Et les plumes de faucon, encore plus difficiles. Donc les plumes, elles servent quoi? À balayer à nettoyer. Alors ça, ce sera plutôt quand on construit un rituel du type amérindien. Vous savez, ils font ce qu'on connaît le plus souvent, c'est les capteurs de rêves. Il y a toujours des petites plumes par-ci par-là. Donc là, c'est plus sur la matérialisation symbolique dans un objet de la force du faucon ou de la vision de l'aigle, et tout un tas de symboliques qui se représentent sur les plumes. Là, c'est vrai que c'est très axé magie amérindienne, donc on aura peut-être un peu plus de chances d'en trouver aux États-Unis. J'ai pas voulu me limiter à la magie purement de nos régions, parce qu'effectivement, pourquoi pas, en se promenant dans un zoo, pourquoi pas, on pourrait trouver une plume de qui? D'aigle, dans un zoo. Dans un zoo, peut-être. Oui, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a encore quelques aigles qui volent, ça serait bien. Alors là, vous parlez du zircon, oui, qui a la capacité de canaliser les énergies de la guérison. Et c'est très bizarre parce que le zircon, c'est le zirconium. Oui. Et moi, je sais que quand je passe devant une bijouterie et qu'il y a du zircon, je suis très très mal. Ah oui. J'ai l'impression que c'est une pierre à cancer. Alors, peut-être que vous le vivez dans le sens où, comme c'est une pierre qui absorbe beaucoup, si c'est une pierre qui a déjà été portée par quelqu'un, peut-être qu'elle a absorbé à ce moment-là énormément. Bijoux, ils font beaucoup de choses en zirconium. C'est vrai. Et je la sens pas très positive, cette... Peut-être le zirconium, en fait, c'est un procédé chimique de fabrication qui n'est pas très naturel. À ce moment-là, il faudrait mieux privilégier les pierres d'origine naturelle, en sachant que quand vous prenez un bijou dans une brocante, en fait, quand vous achetez des bijoux, le mieux, c'est de les nettoyer, de les purifier, tout simplement, soit en les mettant dans de l'eau, si ça accepte l'eau, soit dans du sel. Du gros sel, c'est très bien. Vous les laissez une nuit dans du gros sel et c'est parfait. Donc moi, je précise quand même que méfiez-vous un peu du zirconium. Je trouve qu'elle est très bizarre, cette pierre. Si vous souhaitez repousser l'échéance de votre mort, l'ange Daniel peut agir sur la longévité. À ce qui paraît. Je ne l'ai pas encore appelé. Alors, il y a tout un tas de petits dessins cabalistiques dans votre livre. Il faut les reproduire sur des papiers... Alors à l'origine on disait sur du vélin, c'est-à-dire du parchemin concrètement, parchemin animal. Ça peut être du parchemin végétal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pratiquer la magie, si on se référait au grimoire d'écrire avec des plumes et de l'encre, ça devient compliqué. Du coup on peut adapter ça sur du papier, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous l'utilisez la magie dans votre vie au quotidien? J'ai tendance à la délaisser un petit peu aujourd'hui. C'est vrai que je garde toujours un œil affûté sur ce qui se passe. Je suis sensible aux coïncidences avec moult guillemets. Mais aujourd'hui, la pratique, j'ai des enfants, j'ai un planning surbooké partout, tout le temps, et c'est un petit peu compliqué. Mais j'aimerais bien. On l'utilise quand on en a besoin, on n'en a pas besoin tous les jours. Oui, évidemment. L'opale noire est une pierre à contempler ou à porter sur soi lorsque l'on veut se préparer à mourir. En revanche, l'offrir à quelqu'un... est un signe que vous lui voulez du mal. Ouais. C'est représentatif de la mort. Donc si je suis conscient de ma mort et que j'accepte l'opale, quelque part ça va m'aider à m'accompagner dans la mort. Maintenant, si effectivement
je suis quelqu'un de malveillant, que je charge l'opale noire et que je la donne à quelqu'un, effectivement, ça va être un symbole très, très négatif. Bon, mais faites attention à ce que vous recevez. Le diamant, c'est pas toujours évident à se procurer, possède des capacités étonnantes comme talisman contre les maladies graves. Et quand on trouve une bague, par exemple, dont on ne sait pas à qui elle a appartenu, en diamant, est-ce que le diamant, il charge la personnalité de la personne d'avant? Je dirais que toutes les pierres ont une capacité d'absorption. Le diamant particulièrement, parce que c'est une pierre magique par excellence. Maintenant, par mesure de précaution, comme on ne sait pas qui est le propriétaire précédent, tous les bijoux, avant de les porter, doivent être nettoyés. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce sera peut-être du positif, mais il y a plus de chances, si vous voulez, que ça absorbe le négatif, justement parce que c'est de la pierre de guérison. Donc, ouais, dans tous les cas, c'est mieux de les nettoyer avant. Vous portez des bijoux, vous? Oui, quelques-uns. Il n'y a pas de pierre, là? Si, là. C'est quoi que vous portez? C'est une opale de feu. Une opale de feu. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'opale de feu? L'opale de feu, elle m'inspire, en fait. Elle absorbe beaucoup d'énergie. Et elle m'inspire, ça fait des années que je la porte. Tu cherches toute ta vie la réussite à tout prix. Et tu cours en oubliant de vivre ces jours. Obsédé dans ta quête, insatiable conquête. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là? Mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Tu voudrais encore plus, tu voudrais du bonus, mais c'est le moment de prendre le temps. Aveuglé par l'éclat, tu te perds au-delà de toi, en dehors de toi. Mais ne vois-tu pas que la magie est là? Mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Tu te lasses de la vie, c'est l'amour que tu fuis, mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre ta vie, empêché par la peur d'embrasser le bonheur. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là? Mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. IDFM 98, deuxième partie de cette émission, nous parlons de la magie avec Émilie Courtz. Et nous parlons de guérir par la magie, Pour soulager les douleurs des contractions, tenez dans la main droite une racine de basilic et une plume d'hirondelle et récitez mentalement, c'est une formule Heil, cause... Alors, je vais vous la dire. C'est Heile, Seile, Kotze, Schwanz. Allons-y. Heile, Seile, Kotze, Schwanz. Heile, Seile... C'est de l'allemand, ça, non? C'est de l'alsacien. Ouais. On est à Strasbourg, je précise. Alors, la plume d'hirondelle, je sais pas quelle forme ça a une plume d'hirondelle, parce que des C'est pas très grand.
C'est une petite plume. Bah, ça dépend après l'hirondelle, en général ça va être une plume noire, si c'est sur les ailes et tout. Et on en trouve beaucoup au printemps effectivement, parce qu'il y a pas mal d'hirondelles qui circulent à ce moment-là. Et donc du coup, ouais, une petite plume d'hirondelle, on en trouve beaucoup par ici. Donc on la tient dans la main? Avec une racine de basilic. Avec une racine de basilic. Donc ça, il faut faire pousser du basilic. C'est ça. Et pourquoi la racine est plus intéressante que la feuille? Parce que la racine est ancrée dans la terre, donc ça permet de s'ancrer quelque part. Ok. Alors ensuite, dans les ingrédients, pour l'avortement, invoquer le démon Lamatsu provoquerait des avortements. Subir une fausse couche ou un avortement indique des ennuis, une peur de responsabilité, un désir de liberté, le péril que vous craignez dans le passé. Ouais, justement, ça c'est un éclairage très psychologique sur les mots MAUX. En gros, le but de ce livre, c'est effectivement de savoir j'ai mal à tel endroit, je peux me soigner comme ci, comme ça, de différentes manières, mais aussi en comprendre la raison. Parce que si c'est un mal récurrent, j'entends beaucoup de gens qui disent j'ai mal au dos, est-ce que c'est mon matelas, j'ai changé de matelas, j'ai toujours mal au dos, j'ai fait des radios, c'est pas les radios, j'ai encore mal au dos. Et alors justement, savoir qu'est-ce que ça signifie d'avoir mal au dos. Tu vas en avoir plein le dos. Et ben voilà. Mais tout le monde le sait finalement. Mais qu'est-ce qu'on fait alors quand on a mal au dos? Mais qu'est-ce qu'on fait alors quand on a mal au dos et qu'on en a plein de dos justement? Et ben c'est faire le tri. Faire le tri dans sa vie, dans ses relations, savoir se poser les bonnes questions, savoir pourquoi on en est là, depuis quand on a mal au dos, ça peut donner un indice, ce genre de choses. Les pétales de rose, intéressantes les pétales de rose, placés dans un sachet pastel, ont la capacité d'absorber l'agressivité, de tempérer l'impulsivité et d'éloigner les critiques. Vous avez des talismans ou des choses qui vous accompagnent en dehors du bijou que vous avez autour du cou? Alors, vu que j'ai fait un petit peu de rangement, je ne saurais plus vous dire où il est, mais j'ai une petite coupelle où je regroupe en fait toutes sortes de petites choses importantes. Je l'ai enlevé à cause des enfants. Ça, c'est un petit problème d'ailleurs, les enfants, parce qu'ils touchent à tout, ils mettent tout en bouche, et forcément pas des choses très bien à mettre en bouche. Alors, j'avais une coquille de noix en fin de compte qui m'a été apportée par un corbeau. Elle m'est tombée dessus, c'est un corbeau qui passait et il me l'a donné. Un cadeau. Voilà. Donc ça, je l'ai gardé, parce que je me dis, je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça doit être intéressant quelque part de garder ça. Et des petites choses comme ça, j'ai un morceau de noix de coco qui avait une forme un petit peu particulière, des petits trucs qui me parlent. Pour revenir à la coquille de noix, je l'ai senti comme un cadeau, je l'ai senti comme quelque chose qui pouvait me faire du bien, je l'ai gardé pendant un moment sur moi, parce que déjà c'est facile à transporter. Et quand on dit dans la vie quotidienne, tiens, nanana, je touche du bois. La coquille de noix c'est du bois, donc du coup je l'avais dans ma poche et je pouvais toucher du bois à n'importe quel moment. Voilà, c'était un petit truc. Oui, c'est de la protection. C'est ça. C'est un peu de la superstition quand même, non? Oui, quelque part, mais bon, disons que c'était mon petit truc à moi. Ouais. Donc pas de truc pas de comment on appelle ça, de protection sur vous. Des sachets de protection et ce genre de choses, disons que j'en ressens pas le besoin. Je sais me mettre dans une bulle. Quand il y a de l'énergie négative autour de moi, je me matérialise une bulle en fait. Pour la violence, il y a un rituel pour la violence. C'est conseillé dans le cas d'une femme qui subit des violences de son mari. Qu'est-ce qu'on peut faire? Appeler la police? Oui, ça c'est. Ouais. Disons que là, c'est une aide. Mais quand on s'attaque vraiment à des sujets très difficiles, là, à ce moment-là, la magie ne peut pas tout non plus. C'est bien, ça peut aider, mais quelque part, là, on rentre dans un sujet très sérieux. Il y a comme un petit rituel, on doit se munir d'un brin d'aubépine et dire « Les hommes t'ont appelé aubépine, moi je t'appelle Caïd, qui commande, fait que l'agressivité s'échappe et se change en charisme. » La magie, c'est l'âme qui agit, on est d'accord? Donc le fait de faire un rituel ou de faire des invocations, est-ce que c'est une façon quelque part de programmer le futur ou... Alors, on pourrait dire ça, en sachant que le futur n'est pas programmable, parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont indépendants de notre volonté. En fait, on pourra infléchir une direction, mais le futur va dépendre de ses choix à l'instant T. Le fait de faire un acte magique, ça va déjà se renforcer soi-même. On aura peut-être une autre vision des choses, et de ce fait, on appréhendera le futur différemment. La magie, ça va être d'abord un acte sur soi.
Ça sert à rien de faire un acte magique dans l'idée je vais changer le monde ou je vais changer un tel, parce que le libre arbitre, quelque part, on ne le maîtrise pas. Le but de la magie, c'est de se transformer soi-même, de transformer son environnement proche pour se sentir mieux, en harmonie, etc. Mais d'abord, ça va être un acte sur soi. Le but du jeu, c'est d'évoluer. D'évoluer, d'appréhender les choses différemment et d'avoir peut-être un éclairage différent, une meilleure lucidité sur ce qui se passe pour après faire des choix. Et avec ces choix, avoir un futur qui correspond à ce qu'on a souhaité. Donc après, vous avez un dictionnaire par ordre alphabétique. C'est ça. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des gens qui vous disent, voilà, j'ai une sciatique, qu'est-ce que je peux faire? Ça m'est pas arrivé encore parce que je consulte pas, disons. Je suis pas guérisseuse. Voilà, ouais. Je suis pas guérisseuse. J'y ai pensé à un moment donné, mais c'est pas mon objectif à l'heure actuelle. Mais on pourrait s'en servir bien pour sûr, faire de la guérison. Évidemment, bien sûr. Donc on commence avec les A, on a l'agitation, on a la colère, la gueusie. Alors, page 57, c'est quoi la gueusie? Ne plus avoir de goût. C'est un... De goût dans la bouche. Ouais, c'est quelque chose de très grave quand c'est à 100%. On n'a plus de sensation de goût. Les papilles gustatives ne fonctionnent plus. Ah oui, moi je connais une personne qui est opérée du cerveau, elle n'a plus aucune... C'est terrible. Ouais. C'est terrible. C'est terrifiant parce qu'il n'y a plus aucune saveur, plus aucun goût à la vie. La nourriture est... toute la même. C'est ça. C'est vraiment terrifiant. Alors en général, c'est pas permanent ni à 100%. C'est peut-être une sensation un peu atténuée. En général, c'est pas mal lié avec tout ce qui est rhinopharyngite. Nez, gorge, oreille, tout ça c'est lié. Et l'odorat influe énormément sur le goût aussi. Mais là, la nausée pour les... C'est ça. Pour le nez. Ouais. Et en fait, dès qu'on a une privation de sens, le goût, c'est quand même un sens... je crois que c'est encore pire que l'odorat. Super important, mais ouais. Et du coup, il y a aussi une signification psychologique derrière, c'est qu'on n'a plus de goût à la vie. Et là, il faut agir, quoi. Mais ça se trouve dans le cerveau, parce que je vous dis que cette femme a été opérée d'un problème de cerveau, et depuis, elle n'a plus de goût. Ouais. Donc, ils ont coupé quelque chose là-dedans. Ouais, terrifiant. C'est fou, hein. Ouais. Vous avez des retours sur votre livre de personnes qui vous écrivent? Non. Oh, j'ai eu un contact sur Facebook de quelqu'un qui me demandait si je faisais des poupées vaudou. Un peu hors sujet, en fait. Oui, parce que finalement, c'est pas du tout le thème. Non. Un rituel pour les rondeurs superflues. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait le cercle un peu plus petit? Non. On risque de sentir à l'étroit. Mais pas le but de ressembler à une chipolata complètement verrouillée comme ça. Non, les rondeurs superflues, ça c'est un problème récurrent. Hein. Moi-même, j'aimerais bien perdre quelques kilos. Non, mais ça c'est dans la tête. C'est dans la tête, parce que c'est une question de mode. C'est ça. Oui, c'est une question de mode. Après, il y en a qui disent qu'ils préfèrent les rondes parce qu'effectivement, ça a rapport avec le côté maternel. Aujourd'hui, on est conditionné par la mode, par les magazines, par les retouches Photoshop et ce genre de choses. C'est une question d'état d'esprit. Il n'y a rien de superflu. Il y a un chapitre sur le cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cancer? Et des rituels quand même. Il y a même quelques recettes, plus ou moins de cuisine. Il y a des choses à faire. Pour l'instant, on en est au stade des balbutiements pour tout ce qui est guérison du cancer. Il y en a qui guérissent, il y en a qui guérissent tout seuls, on ne sait pas comment. Il y en a qui guérissent pas, il y en a qui sont fatales. C'est un peu prématuré et complètement inconscient de dire que la magie pourrait guérir votre cancer. J'entends parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des guérisseurs qui disaient voilà, vous me payez 50 €, vous revenez 10 fois, je vous guéris votre cancer. Et du coup, il y a des gens qui abandonnent leur chimio, leur traitement radio, etc. Parce qu'ils vont jurer que par cette personne, qui est, on va dire, une sorte de gourou, qui a promis monts et merveilles. Et là, au secours, il faut faire très attention par rapport à ça, quoi. Très très attention. Mais bon, c'est qu'un outil de plus. C'est sûr. Mais bon, tout ce qui est en but de guérison, si ça n'empiète pas sur le terrain d'une autre voie de guérison, je veux dire, tout est bon à prendre. Il y a beaucoup de médecins qui vont dire n'allez surtout pas dans les voies annexes ou thérapeutiques de grand-mère, etc. Parce qu'ils n'ont aucune foi dans ces remèdes-là. Ils vont dire que c'est du placebo, ils vont dire c'est des charlatans, etc. Il ne faut pas être fermé à ça. Je veux dire, pourquoi pas? Si ça aide, si le but c'est la guérison, peu importe le moyen en fait compte. Tout un chapitre sur les cheveux.
Donc sur les cheveux fins ou cassants, sur la chute des cheveux, sur les pellicules. Donc là, c'est aussi, vous donnez la signification, vous donnez une recette de grand-mère avec une potion à faire, avec du jus de cresson là, et de l'alcool fort, vodka ou autre, et huile essentielle de géranium, ça c'est pour la chute des cheveux. Ouais. Il y a des trucs très très simples à faire chez soi. Justement, pour les cheveux, il y a tout un tas de recettes de grand-mère qui existent. Là, on est un peu éloigné de la magie, effectivement, c'est plus du rituel traditionnel, en gros, de ce que nos grand-mères savaient et que finalement on a oublié. On a plein de choses qu'on a oubliées. Là, il y a quand même des ingrédients à trouver comme du storax et des choses comme ça. Est-ce que par exemple à Strasbourg, il y a une boutique où Oui, tout à fait. Il y a une boutique, absolument. Une petite boutique au centre-ville où ils vendent tout un tas d'ingrédients, des pierres, des encens, des huiles essentielles. Peut-être même aussi, ils font herboristerie, là j'ai un doute. Mais bon, effectivement, sinon les herboristeries, il y a des pharmacies qui font ça encore. Ouais. Donc là, pour la mélancolie, placez une dizaine de pois chiches sur le rebord de fenêtre, sur un rebord de fenêtre une nuit de pleine lune, au lever du soleil, allumez de l'encens de storax, trempez les pois chiches dans de l'huile d'olive pendant quelques minutes, puis plongez-les dans l'eau pendant 2 heures, ensuite faites-les cuire. Avant de les manger, dites, vous allez le dire ou parce que vous faites l'incantation là. Donc avant de les manger, dites, pour être sûr que tout me réussit, la mélancolie qui m'habite s'enfuit, que la magie m'aide en cet instant à détourner la peine de mes sentiments, qu'il en soit ainsi. Il y a beaucoup de formules magiques qui se terminent par qu'il en soit ainsi. Et alors, pourquoi les pois chiches ? Symboliquement, ça représente quoi ? Parce souvent on dit t'as un pois chiche dans la tête, c'est ça. Non, il y a beaucoup de fruits et légumes qui se rapportent à des significations symboliques. Par exemple, tout ce qui est, par exemple, légumineuse, c'est sur la fibre. Il y a un lien à voir avec tout ce qui est la fibre, l'enracinement, tout ce qui est racines. Les racines, même les légumes racines, les carottes, les pommes de terre, c'est un lien avec la terre, le fait de s'ancrer quelque part. Tout ce qui est fleurs, ça va être pour un sentiment de mieux-être, en règle générale. Là, je fais des gros raccourcis. On pourra envisager par exemple le pissenlit quand il est en fleurs et qu'on doit souffler dessus, là encore une fois, pour dégager quelque chose. Ça a beaucoup de symbolique et parfois on pourra même regarder les couleurs, le langage des fleurs, on va regarder les couleurs, ce genre de choses. Il y a énormément de plantes, ou encore une fois des pierres aussi, où on va regarder la symbolique des choses par rapport à l'environnement de la plante, par rapport à l'environnement de la pierre, les conditions dans lesquelles ça évolue, dans lesquelles ça pousse, ou pas. Voilà. Oui, on disait de prendre un oignon, de le mettre de le laisser dans la pièce et qu'il prenait toutes les charges négatives. Ouais. C'est vrai, on laisse un oignon quelque part, au bout d'un certain temps, il se racornit. C'est ça. Ou mettre du gros sel, est-ce qu'on peut mettre du gros sel ? Du gros sel ou du bicarbonate. Aux 4 coins de la pièce. Ouais. Et le changer, ne pas le laisser sur place. Alors effectivement, comme ça absorbe énormément les choses, c'est bien de changer régulièrement pour purifier tout ça. IDFM 98, guérir par la magie, que Émilie Courtz. Nous avons vu la mélancolie. Comment vous avez défini le nombre de mots du dictionnaire ? Par exemple pour la paresse. Pour ne plus être paresseux, réalisez ceci à la lumière d'une bougie jaune. Allumez de l'encens pontifical dans votre chaudron. Ah, on a oublié qu'il nous faut un chaudron. Mélangez dans 1 litre d'eau 1 cuillère à soupe de pétales de rose, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sel, 1 branche de rue, R-U-E. On en trouve encore de la rue ? Parce que c'est abortif, la rue. Ouais. Ouais, en se promenant. Il faut la trouver dans les champs. Ouais, je pense. Parce que c'est un abortif avec la sabine. Ouais. Donc je pense pas qu'ils les vendent. Non, je pense pas. Quelques gouttes d'huile essentielle de menthe, chauffez sans bouillir et dites, plante magique, en vous sommeillent les énergies de la volonté, puissiez-vous me transmettre la force d'avancer, qu'il en soit ainsi. Faites couler un bain chaud et baignez-vous avec votre préparation. Je pense qu'il ne faut pas être paresseux pour faire tout ça. Déjà, de trouver la rue, de trouver la branche de rue. Et c'est déjà positif. De trouver le chaudron. Voilà, c'est ça qui est amusant. Non, mais quelque part, c'est un signe de bonne volonté d'accomplir quelque chose.
Et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, à partir de maintenant, je ne serai plus paresseux. Il y a beaucoup de rituels qui se basent sur la volonté, quelque part. On dit à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ouais. Sur la fécondité des femmes, Ouais. quel rituel? Implorer la lune? Ah, ça, la lune. Ça marche. Ouais, grande magicienne, la lune. Énormément. Vous n'avez pas eu de problème pour avoir vos 2 enfants? Non. Ils sont venus tout Je seuls. laissé faire. Ouais. Et un rituel pour les femmes enceintes, pour apporter la protection et du bien-être à une femme enceinte, le dernier vendredi du mois, allumer de l'encens, l'arme du Soudan, et confectionner une pochette en tissu rouge, cousue de fil rouge, contenant des pétales de rose séchés. Et il y a une formulation à faire. Le rouge est beaucoup utilisé dans la magie. Pourquoi? C'est une couleur très très puissante, le rouge, et selon le rituel, elle pourra avoir des significations un petit peu particulières. Il y a les significations classiques, telles que l'amour, mais l'amour dans le sens un peu passionnel quand même. Le rouge, oui. Ce ne sera pas l'amour tranquille, à ce moment-là on prendra C'est plutôt le du sang. rose. C'est le sang. C'est le sang, c'est la guerre, c'est la violence, etc. C'est très très fort comme couleur, parce qu'effectivement c'est une des couleurs de base très agressives. On va jamais peindre une chambre en rouge, par exemple, au secours. On peut être dans des draps rouges, par contre. Non? Ouais, mais ça veut dire quelque chose. Oui, je sais pas si les nuits sont tranquilles. C'est pas le but, je pense pas. Ou les draps noirs aussi. Mhm. Vous avez mis longtemps à l'écrire, ce livre? Très très peu de temps. Je l'ai écrit en, 3-4 mois. 3-4 mois parce que finalement, c'est comme j'essayais de dire en introduction, c'est un livre qui m'est venu quasiment tout seul. À une période où j'allais pas nécessairement très bien et c'est venu vraiment très rapidement. Il y a des bouquins comme ça qui me viennent parce que c'est nécessaire. Et alors du coup, c'est fluide. Et j'écris et ça vient tout seul. Un dictionnaire, c'est facile. C'est A jusqu'à Z. Il y a des listes de pathologies. Oui. Et après, les recherches étaient déjà faites, j'avais plus qu'à compléter finalement. L'éditeur a trouvé ce concept génial et m'a publié tout de suite parce que entre le moment où il y a l'écriture et le moment où il y a la publication, il peut se passer des années de travail, de retravail, d'envoi du manuscrit à une quantité d'éditeurs. Là, c'est un éditeur que je connaissais. Il a trouvé le concept très bien tout de suite et la publication s'est faite vraiment très rapidement. Mais l'écriture en elle-même, c'est ça, 3-4 mois, quasiment juste le temps d'écrire. Les recherches étaient faites, le concept était là, tout était limpide. Et ça m'est venu vraiment... Je crois que c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement, en fait. Bussière, ils sont à Paris? Ils sont à Paris, spécialisés dans tout ce qui est ma spiritualité, les anges et tout ça. Se faire une foulure ou une entorse en faisant un bond annonce des améliorations au niveau professionnel, mais accompagné de tensions nerveuses. Donc se faire une entorse, ça serait avoir une amélioration. Se faire une entorse... En faisant un bond. En faisant un bond. Ouais, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas une entorse flûte, je suis tombée. Ouais. C'est j'avais de l'élan et bim, mince, je me suis fait une entorse. Ouais. Donc quelque part, si on décortique cet acte manqué, c'est le faut t'as pas de chance, oui et non. Je fais un bond, c'est-à-dire que quelque part, je vais dans une position plus haute. Mais j'ai mal. Donc, oui, je me tords la cheville. C'est ça. Donc, je me ramasse mal, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas le bond qui fait, c'est quand on revient au sol. Exact. Donc quelque part, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et une entorse, se fouler la cheville, enfin, quand on a la cheville qui lâche, ça nous arrive en marchant dans la rue, de se tordre la cheville, c'est quoi ça? Quand on se tord la rue, quand on se tord la cheville dans la rue, c'est quelque chose qui nous arrive comme ça sans prévenir, quand on était en train de marcher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver ou qui va arriver sur notre chemin habituel de vie et qu'on n'aura pas prévu et qui va nous ralentir dans notre marche et qui va nous faire mal. Alors là, encore une fois, il va falloir regarder si c'est pied droit ou pied gauche. Si c'est pied droit, ça va être quelque chose qui va survenir, qui va nous causer du tort dans notre désir d'avancer, plutôt d'un point de vue matériel, finance, professionnel, ce genre de choses. Si ça arrive du côté gauche, là, à ce moment-là, il faudra être attentif à ce qui se passe dans la famille, dans les relations, dans le couple. Voilà. Donc le corps est là pour nous avertir. Oui, exactement.
Il n'y a rien qui arrive comme ça, coïncidence ou pas de chance, etc. C'est soit quelque chose qui est en train de se passer et qu'on n'a pas vu. Alors le corps, il est là pour nous dire « maintenant, il faut regarder », parce que ça nous arrive physiquement. Soit c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Oui, puis quelquefois, ça nous arrive plusieurs fois de se tourner une cheville. Oui. Et on est vachement content parce que c'est pas une vraie entorse, c'est-à-dire on se torse seulement la cheville, mais ça passe. Et ça peut arriver plusieurs fois en 2-3 jours. C'est étonnant quand même. Et c'est là où le corps est magique en lui-même. C'est que quelque part, on avance dans sa vie, on a nos obligations, on est en train de courir du matin jusqu'au soir, les enfants, la famille, etc., le travail. Et le corps, on ne fait pas attention. On ne fait plus attention à ce que le corps a à nous dire. Donc, on aura des messages inconscients, des rêves ou des petites impressions, des petites choses. On oublie. Après, on aura des rêves récurrents. Alors là, on se dit, mince, c'est quoi ce rêve? Ou alors, c'est quoi ce truc? On oublie. Et d'un coup, bim, on a mal. Là où physiquement, quelque chose va vraiment nous freiner au quotidien. Et c'est là où il faudra prendre en compte ce que le corps a à nous dire avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est la maladie, les mots. Mais se tordre la cheville, c'est quand on est un pur esprit, là, qu'on galope dans les... On galope sans avoir de corps, finalement, on ne le sent pas. Et d'un seul coup, flop, il y a une cheville qui lâche, ou on se fait une chute, ou on se fait une chute, on se casse la figure, sans forcément se faire de mal. Les chutes, alors, parce que là, l'entorse, c'est juste la cheville qui plie. La chute, c'est... La chute, c'est un avertissement. C'est attention, il faut arrêter de courir tête baissée. Il y a quelque chose à regarder quelque part. Se recentrer sur ici, maintenant, mon environnement proche. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Et remercier son corps. Parce que finalement, il suffit de frotter un peu comme de se dire ouais, ça va, tout est bien. Voilà. Et merci mon corps, tu tiens le choc. C'est ça. Les nerfs, alors, c'est quoi les nerfs? Avoir une crise de nerfs, être nerveux, c'est pas le corps ça qui est nerveux, c'est l'esprit. L'esprit va se manifester d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que là, on parlait des rêves, ça c'est l'inconscient. Il va essayer de se manifester d'abord de manière douce, mais effectivement, si on n'entend pas ce message, si on n'est pas conscient de ce que l'inconscient a à nous dire, il va essayer de se manifester à travers le corps, parce que le corps, c'est nous. Donc, quelque part, si on ne fait pas attention à son corps, on ne fait pas attention à soi-même. Et donc, ça va se manifester, effectivement, par des sensations. Alors, les nerfs, ça peut être quoi? Ça peut être des picotements, ça peut être des tremblements, ça peut être un état de nervosité générale. Crampes, est-ce que c'est dedans, non? Alors, les crampes, c'est musculaire. Les crampes, c'est musculaire, on n'est plus sur le nerveux, on est sur le musculaire. Ça va être plus dans l'action, le muscle. À ce moment-là, il faudra se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai agi d'une mauvaise manière ou est-ce que je n'ai pas assez agi? Ou est-ce que j'en ai pas fait trop? Voilà, est-ce que j'en ai fait trop? Parce que les crampes, ça nous prend la nuit. C'est la seule chose qui peut nous réveiller mieux que le réveil. C'est vrai, c'est terrible. Donc les crampes... Il y a un truc pour les... Il y a quelque chose pour les crampes dans votre lit? Oui, se frotter avec de l'ail, tout simplement. Dans le lit? Alors après, les draps risquent de sentir un petit peu fort. Pour les crampes, il y a aussi l'histoire du savon de Marseille qu'on se met au pied du lit. Il y a le savon de Marseille, il y a le glaçon, tout simplement, qui marche très bien. Un glaçon? Ouais. Ça marche, le glaçon sur la crampe? Ouais, ça marche très bien. D'accord. Et l'ail aussi? Et l'ail aussi. Mais là, il faut aussi le prendre par voie interne. Parce que je pense que si on fluidifie un peu le sang, peut-être ça, on aura moins de crampes. L'ail, il y a tellement de choses à dire sur l'ail, comme l'oignon, c'est un ingrédient magique par excellence. C'est-à-dire l'ail, il n'y en a pas besoin de beaucoup de quantité déjà. Parce que c'est dur à manger de l'ail. C'est dur à manger de l'ail. Oui. Mais c'est très très bon pour se purifier de l'intérieur. Si on peut en mettre un petit peu dans chaque salade, matin, enfin je dirais pas matin, midi et soir, mais presque. Une petite cure d'ail, franchement, ça fait du bien. Oui, ou se faire une purée d'ail avec autre chose. Parce que c'est dur à manger de l'ail. Ça pique. Ça peut passer. C'est un peu extrême, mais ça passe. Mais quand il est très frais, ça pique énormément. Ouais. L'otite, c'est quand on ne veut pas entendre. C'est ça. Il y a beaucoup d'otites chez les enfants. Les otites, elles surviennent chez les enfants. Quand on creuse un petit peu, ça survient quand il y a des disputes entre les parents. Parce que les enfants, ils ont... pas forcément la capacité de mettre des mots sur leurs mots. Ils n'ont pas la capacité de mettre des mots sur leur mal-être. Et donc, du coup, ils vont générer des otites. Parce qu'ils entendent des cris à la maison, mais ils ne veulent pas entendre ça. Oui, il y a des maîtresses qui disent que tout se passe bien le vendredi soir et que le lundi matin, il y a beaucoup d'otites à la rentrée des classes. C'est curieux. C'est qu'ils sont capables d'entendre. C'est ça.
Donc toutes les histoires de peau aussi qui sont dans votre livre. La peau, c'est le contact direct avec l'extérieur. Il n'y a pas de barrière entre mon environnement et la peau. C'est-à-dire que tout ce qui va être généré au niveau de la peau, je pense à l'eczéma, des petits boutons, etc., c'est quelque chose d'immédiat par rapport à mon environnement proche et concret et tout de suite. L'eczéma, par exemple, c'est une réaction au stress maintenant, tout de suite. C'est pas quelque chose qui s'est passé que je ressasse. C'est quelque chose qui me rappelle tout de suite et maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le psoriasis? Même diagnostic, ouais. C'est un peu plus compliqué. Ça se rapproche un petit peu de l'eczéma dans l'esprit. Là où il y a quelque chose à faire, par exemple, c'est au niveau des boutons. Genre, tu me donnes des boutons. Voilà, c'est quelque chose de manifestation concrète et immédiate, quoi. En plus, un bouton au milieu du visage, on va le voir tout de suite. Ouais, et puis le psoriasis, c'est pas toujours sur le visage, mais oui. C'est rarement sur le visage. Mais c'est vraiment une manifestation concrète du psoriasis, c'est quelque chose qui va gêner, qui démange, qu'on a envie de... ça démange et ça te dérange. C'est tout de suite, quoi. Dans l'immédiateté. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de plus sur ce livre? Septembre 2017. Ce livre, en gros, je l'ai fait de manière à ce qu'il puisse être le plus concret et le plus pratique possible. Le but du jeu, c'est j'ai 2-3 connaissances, j'ai décidé de ne pas les garder pour moi. J'en ai fait un livre pour que ce que je sais et ce qui se sait, on va dire en règle générale, soit condensé de manière concrète et puisse être vraiment utile au quotidien. C'est-à-dire que flûte, j'ai mal au genou, j'ouvre le livre, je sais quoi faire. Et je sais d'où ça vient. C'est pas juste d'apporter des solutions, c'est d'expliquer pourquoi. Voilà. Vous avez une grand-mère ou une mère qui s'intéressait à ça? Pas vraiment. On va dire qu'elles sont ouvertes d'esprit, mais c'est pas des sorcières avec leur grimoire et leur petit chaudron. Pas vraiment. On va dire que la spiritualité dans la famille, c'est quelque chose d'ouvert, pas tabou. Tout est bon à prendre du moment que c'est positif. Je vous remercie. Émilie Courte, ça s'écrit comme court avec un S. Guérir par la magie, édition Bussière. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Merci.